Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours qui porte sur les stratégies de réduction de la pollution de l'air. Ce cours est bâti sur plusieurs vidéos. La vidéo que vous visualisez actuellement porte plus particulièrement sur la gestion de la qualité de l'air. Les épisodes de pollution atmosphérique ont été identifiés maintenant depuis de très nombreuses années, et plus particulièrement depuis le 19e siècle où l'on utilise du charbon de manière beaucoup plus intensive dans les machines à vapeur et les systèmes de chauffage. Néanmoins, l'un des épisodes les plus sévères est survenu il y a relativement peu de temps, en 1952 à Londres, où il a fait plus de 4000 victimes en 5 jours. Il a été très clairement établi que ces victimes étaient liées à la présence de certains polluants dans l'atmosphère, comme par exemple le dioxyde de soufre. Le caractère dramatique de cette pollution a permis au gouvernement britannique de l'époque de prendre conscience de la nécessité de mettre en place des systèmes de gestion de qualité de l'air ainsi que des régulations de la qualité de l'air. En 1956, ce gouvernement adoptait la première loi de gestion de qualité de l'air, le Clean Air Act. La gestion de la qualité de l'air passe par plusieurs étapes. La première étape est l'identification des polluants ainsi que de leurs effets sur la santé humaine. Les principaux polluants qui sont actuellement identifiés sont le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, monoxyde d'azote, dioxyde d'azote, les oxydes de carbone, les composés organiques volatiles, volatile organic compounds en anglais, les particules et l'ozone. Ces polluants ont tous des effets sur les organes qui sont impliqués dans les échanges gazeux entre l'atmosphère et notre corps, à savoir notre système respiratoire et notre système cardiovasculaire. Ils peuvent avoir des effets à court terme, en déclenchant ou en aggravant des maladies respiratoires telles que les bronchites et l'asthme, ou à long terme en déclenchant des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Néanmoins, les polluants n'ont pas seulement un effet sur la santé humaine, mais peuvent avoir des effets sur l'environnement en général. C'est le cas par exemple des effets sur les plantes. L'ozone, par exemple, a des effets sur les feuilles des plantes en les oxydant, en particulier les stomates qui sont impliqués, donc les cellules qui sont impliquées dans les échanges gazeux entre l'atmosphère et la plante. Avec un système d'échange gazeux qui fonctionne moins bien, une plante va croître plus difficilement. De même, les acides qui vont se former dans les pluies à partir, par exemple, des oxydes d'azote ou des oxydes de soufre. Ces acides, lorsqu'ils tombent sous forme de pluie acide sur les plantes, vont avoir un effet aussi sur la croissance des plantes, mais sur la santé générale des plantes et en particulier sur les forêts. Voilà, donc une fois qu'on a identifié les principaux polluants, reste à identifier maintenant les valeurs seuil à partir desquelles les concentrations de ces polluants vont avoir des effets significatifs. Donc l'Organisation mondiale de la santé a fixé des seuils pour les différents polluants. Ici, les PM2.5, donc là ce sont les particules dont la taille est inférieure à 2,5 microns. Les PM10, ça c'est les particules qui ont une taille inférieure à 10 microns. Donc ce qu'on constate, c'est qu'effectivement les seuils sur les particules plus fines sont plus bas que sur les particules plus grosses, plus grossières, dans la mesure où ces particules fines ont un effet sur la santé plus dommageable, puisqu'étant fines, elles s'insinuent plus facilement dans notre corps. On constate aussi que ces valeurs dépendent de moyennes sur une année, ou sur 24 heures, voire même sur une heure. Alors les gouvernements, les autorités, vont essayer d'établir des valeurs seuil à ne pas dépasser en se basant sur ces valeurs prescrites par l'Organisation mondiale de la santé, mais en tenant compte aussi de leurs contraintes économiques et techniques. Si bien qu'en général, les gouvernements choisissent des seuils qui sont supérieurs à ceux prescrits par l'Organisation mondiale de la santé. Ici, vous pouvez voir les seuils établis par la Communauté européenne et vous voyez qu'assez systématiquement, les valeurs sont légèrement au-dessus de celles
de l'Organisation mondiale de la santé. Une fois qu'on a identifié les polluants, les seuils à ne pas dépasser, encore faut-il pouvoir savoir où ces seuils sont dépassés. Donc les concentrations de polluants peuvent varier assez fortement d'un endroit à l'autre. Et donc il est nécessaire de faire des mesures et d'installer des réseaux de mesures de façon à établir quelles sont les zones où la pollution sera la plus sévère. Donc ici, vous avez une carte des mesures réalisées sur l'ensemble de l'Europe, mesures de NO2. Et comme vous pouvez le voir en rouge, là où la pollution est la plus forte, correspond en général à des centres urbains où on a une forte densité de population, comme ici à Madrid, ou là à Paris, ou à Londres, ou alors sur toute une activité aussi économique assez forte, comme sur la vallée de la Ruhr, ici en Allemagne, ou dans le nord de l'Italie. Une fois qu'on a identifié les régions qui souffrent de dépassement, il faut identifier les sources de ces polluants. Et pour ça, il faut réaliser des mesures spécifiques maintenant qui vont impliquer directement la source, donc, comme par exemple ici des mesures dans les cheminées des industries ou ici dans le pot d'échappement des véhicules. Ces mesures servent à établir ce qu'on appelle des facteurs d'émission, ce qui correspond à l'émission d'une source par unité d'activité. Alors l'activité d'une source est quelque chose qui est relié à son usage, c'est-à-dire qu'on peut la quantifier en fonction de l'énergie qu'elle consomme, la quantité d'énergie consommée, pour une industrie par exemple, ou en fonction du nombre de kilomètres parcourus si on a affaire à un véhicule. Donc une fois qu'on a caractérisé les sources par des facteurs d'émission particuliers, si on connaît l'activité de la source, c'est-à-dire sa consommation énergétique, ou alors le nombre de kilomètres qu'elle parcourt, en multipliant cette activité par le facteur d'émission, eh bien on obtient facilement la quantité d'émissions qui va être émise par la source. Alors, ce que l'on constate dans ces mesures spécifiques aux sources, c'est qu'on ne retrouve pas tous les polluants qu'on a identifiés comme nocifs. Et on peut distinguer entre ce qu'on appelle des polluants primaires, qui sont émis par la source, donc là on va les retrouver dans les mesures à la source, et des polluants secondaires qu'on ne retrouve pas dans ces mesures, et ces polluants secondaires vont se former chimiquement à partir des polluants primaires dans l'atmosphère. Voilà, donc si on résume un petit peu la situation, on a donc des sources de pollution, sources qui peuvent être anthropiques, donc dues à l'activité humaine, ou alors des sources naturelles, dues aux plantes qui vont émettre des composés organiques volatiles naturellement. Les sources anthropiques peuvent être divisées en fonction des secteurs d'activité. On peut distinguer par exemple les activités liées à l'industrie, au résidentiel, au transport, à l'agriculture. Elles vont émettre les polluants dont on a déjà parlé, le dioxyde de soufre, oxyde d'azote, des particules primaires, du monoxyde de carbone, des composés organiques volatiles. Ces polluants vont être dispersés dans l'atmosphère et une fois dans l'atmosphère, ils vont réagir chimiquement pour donner des polluants secondaires. Avec la lumière du soleil, eh bien, on va créer de l'ozone, des polluants comme l'ozone, ou des particules, qui sont cette fois-ci des particules secondaires qui ont été formées chimiquement. Avec l'humidité des nuages, on va voir se former des acides qui vont donc se former dans les gouttelettes de nuages et qui vont tomber au sol lors des chutes de pluie. Et tous ces polluants vont créer des impacts, vont générer des impacts sur la santé humaine et animale et sur la croissance des plantes. Donc, une fois qu'on a identifié les régions où les impacts sont très forts, les zones où on a des sources importantes, il faut encore trouver quelles sont les relations entre les sources et les impacts. C'est ce qu'on appelle les relations sources-récepteurs, et ces relations sources-récepteurs vont nous permettre de calculer quelle est la conséquence d'une augmentation ou d'une diminution des sources sur les impacts. Ces relations sources-récepteurs, on les obtient en utilisant des modèles numériques, donc ce sont des modèles qui sont capables de simuler
des différents processus de l'atmosphère, et qui sont donc capables de calculer l'évolution des concentrations, mais pas seulement l'évolution des concentrations, mais aussi comment les concentrations changent en fonction du changement des émissions, si on réduit ou si on augmente les émissions. On distingue des modèles qui sont plus adaptés à des petites échelles, comme par exemple ici sur la région de Strasbourg. On voit que le calcul a permis de très clairement identifier des zones où les oxydes d'azote ici sont en concentration très importante. Ça correspond aux voies de communication sur la région de Strasbourg, les autoroutes, les routes. Sur la droite, on voit l'utilisation d'un modèle qui est adapté à des échelles un peu plus grandes et qui va prendre en compte les réactions chimiques. Donc là, on voit des résultats de concentration d'ozone en rouge qui se forment au nord de Milan. Et donc, à partir de ces modèles, on sera en mesure de calculer quels sont les effets des réductions d'émissions. Mais une fois qu'on est capable d'estimer les impacts de réduction d'émissions, encore faut-il choisir maintenant les stratégies les plus adaptées. Est-ce qu'il vaut mieux agir sur le secteur du transport en limitant le trafic automobile, ou sur le secteur résidentiel en changeant les chaudières au fioul par des pompes à chaleur, ou sur le secteur industriel en changeant les centrales au charbon par des panneaux solaires? Eh bien, pour faire ces choix, il faut estimer l'efficacité de ces mesures de réduction, et cela fera l'objet d'une de mes prochaines vidéos. Une fois qu'on a choisi les stratégies les plus appropriées, il faut mettre en place une législation qui permettra d'implémenter les changements voulus. Alors on a vu jusqu'à présent qu'on peut mettre en place une législation sur les concentrations limites pour fixer des seuils à ne pas dépasser, mais cela ne suffit pas, c'est-à-dire que pour réduire la pollution, il faut agir aussi sur les sources, pour réduire les émissions, et donc il faut aussi mettre en place une législation sur les émissions. Donc pour résumer, deux possibilités de législation, une sur les concentrations et l'autre sur les émissions. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur une de mes prochaines vidéos.